Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24 à la une de l'actualité. Une nouvelle constitution, un premier projet ambitieux mené par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Ces réformes interviennent après la phase d'incertitude politique dans le pays, une action du chef de l'État pour acter l'ère du changement. Un recul des droits humains en Tunisie selon le dernier rapport de la Human Rights Watch. La création d'une cour constitutionnelle devient une nécessité selon l'organisation pour protéger les Tunisiens de tout abus. Et enfin, les autorités égyptiennes misent sur le commerce extérieur pour fortifier l'économie du pays, principalement avec la Chine, avec une augmentation de 24% de volume d'échanges commerciaux en 2020. Mais tout d'abord, dans l'actualité, 14 pertes en vie humaine ont été dénombrées dans une attaque dans le village Peul de Sinda au centre du Mali. Une attaque perpétrée dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 janvier et attribuée aux Donzos selon les sources locales. Le gouvernement malien a ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités dans ces événements, des événements récurrents depuis l'apparition en 2015 dans le centre du pays du groupe armé de Amadou Koufa qui recrute principalement parmi les Peuls, ce qui a multiplié les affrontements entre cette communauté et les ethnies Bambara et Dongo. Des travaux en cours d'exécution en Algérie pour l'adoption d'une nouvelle constitution, des réformes constitutionnelles lancées ce 8 janvier 2020 par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Ce nouveau texte de loi envisage un renouvellement de la sphère politique algérienne. Du côté de l'opposition, des questions se posent sur la forme et le fond de cette nouvelle constitution algérienne dans l'ère du changement. Un sujet de Ange Bijounou-Ménio. L'Algérie est en quête d'une nouvelle constitution. Un processus de révision a d'ores et déjà été lancé le 8 janvier 2020 par le président Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier a mandaté une commission d'experts qui sera chargée de faire des propositions. Mais pour une partie de l'opposition, la démarche est loin de faire l'unanimité. L'opposition est un peu divisée en réalité. Il y a une partie de l'opposition, celle qui est regroupée dans le pacte pour l'alternative démocratique, qui ne croit pas à cette révision constitutionnelle, qui voudrait proposer une alternative démocratique, puisque selon elle, le changement ne passera pas de cette manière, il se passera par l'élection d'un pouvoir constituant pour aller vers une nouvelle Algérie, une nouvelle République, alors qu'il y a une autre partie de l'opposition qui pense qu'il faut contribuer au dialogue qui est proposé par le nouveau président pour enrichir la Constitution et faire avancer les idées. La dernière réforme constitutionnelle en Algérie date de février 2016. Sous la présidence de Bouteflika, il avait été institué une limitation de mandat à 2 et l'introduction de l'article 51 qui prive les binationaux de l'accès à de hautes fonctions publiques. On verra comment les choses vont évoluer, puisque le pouvoir voudrait ouvrir les portes à l'opposition pour justement essayer de participer à un débat qu'on veut national, qu'on veut inclusif, qu'on veut ouvert pour sortir de la crise actuelle, parce que la crise, malgré l'élection présidentielle, est toujours présente, puisqu'il y a toujours des Algériens qui marchent dans les rues chaque vendredi, chaque mardi. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune souhaite intégrer dans la Constitution des textes comme la lutte contre la corruption et l'équilibre des pouvoirs. Les conclusions des travaux vont être soumises par référendum pour adoption. Toujours dans l'actualité, la première chambre préliminaire de la Cour pénale internationale refuse de clore le dossier des violences post-électorales en 2016 au Gabon, et ce malgré l'annonce de la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, de mettre un terme aux investigations. Un revirement ce mercredi 15 janvier où la possibilité d'ouvrir une enquête se concrétise de plus en plus. Une enquête portée principalement sur les exactions commises après l'élection présidentielle gabonaise en 2016. La CPI avait été saisie en 2016 par l'État gabonais et l'opposition du pays, chacun estimant que le camp adverse était coupable d'actes pouvant être qualifiés de crimes contre l'humanité.
Des lois répressives contre les avancées en droits humains en Tunisie, c'est ce que dénonce l'organisation non gouvernementale internationale Human Rights Watch dans son rapport annuel de 2020. L'organisation pointe du doigt le récent climat d'incertitude politique dans le pays depuis la chute de l'ex-président Zine El Abidine Ben Ali en 2011 comme la cause de ce ralentissement dans ce domaine. Human Rights Watch appelle donc à la formation d'une cour constitutionnelle nécessaire en Tunisie pour une protection contre tout abus. Les précisions de Philomentine. Passer les lois au crible et invalider celles qui ne respectent pas les normes relatives aux droits humains, ceci n'a pas encore été établi en Tunisie par manque de cours constitutionnels. De ce fait, les acquis en matière de droits humains devant fournir la protection attendue contre les lois répressives, anciennes et nouvelles, restent toujours menacés, d'après le rapport 2020 de Human Rights Watch. Les droits de l'homme en Tunisie, il y a des avancées. On ne peut pas se permettre de nier ça. Rights Watch, s'il a souligné que la Tunisie a de la peine d'avancer sur ce sujet, en Tunisie, on a gagné le combat des droits des libertés. Et dans ces droits de liberté, on a les droits de l'homme sur tous les plans. Le processus démocratique tunisien après le printemps arabe qui a conduit à la chute de l'ex-président Zine El Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011 affiche un climat d'incertitude politique dans le pays. À noter que plusieurs autres autorités constitutionnelles, comme l'instance des droits de l'homme, n'a pas elle aussi toujours été mise en place. Le défi actuellement, c'est de légiférer exactement une loi qui va permettre de constituer ce tribunal constitutionnel. Les droits de l'homme, c'est vrai, dans les prisons, on peut considérer qu'il y a toujours malheureusement, je dis malheureusement, une forme de répression et ça, le gouvernement tunisien est en train exactement de traiter ce sujet. La Tunisie fait actuellement face à des défis liés notamment aux réformes d'application de la Constitution, de la liberté d'expression, d'association et de réunion. L'établissement d'une justice transitionnelle permettrait de mieux asseoir les droits humains dans le pays, selon Human Rights Watch. Dans le reste de l'actualité, l'Afrique du Sud appelle dans un communiqué officiel de ce jeudi 16 janvier le Soudan du Sud à recourir à un arbitrage pour résoudre la question du nombre d'États, une question épineuse qui a mené le gouvernement à donner aux différents partis une période supplémentaire de 90 jours pour trouver un accord. Néanmoins, si aucun accord n'est trouvé avant l'expiration de la période transitoire, l'Afrique du Sud encourage une médiation entre le gouvernement et le principal groupe d'opposition. Le président Salva Kiir ayant décrété en 2015 une augmentation du nombre d'États à 32, nombre actuel d'États au Soudan du Sud. L'opposant Riek Machar insiste dorénavant pour revenir à un minimum de 23 États. Les gouvernements togolais, nigérian et libérien ont signé 3 accords ce 12 janvier avec le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement pour un montant de 33 millions de dollars afin de développer les énergies renouvelables dans le mix énergétique de ces 3 pays africains. Une signature en marge de la 10e session de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Plus de détails avec Philomentine. La transition énergétique du continent africain devrait passer par ses ressources en énergie renouvelable dont l'exploitation, qui n'est que de 19,67%, reste encore faible. Tout de même, le continent abrite de nombreux projets énergétiques. C'est dans ce cadre qu'une ligne de crédit de 33 millions de dollars a été accordée à 3 pays africains, en l'occurrence le Togo, le Niger et le Libéria, par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Ces 3 pays dépendent fondamentalement des importations d'électricité. Il y a quand même de belles perspectives dans ces 3 pays, mais des problèmes. C'est le problème d'abord de financement. Il y a aussi donc les coupures anarchiques et la production endogène qui semble être très faible. L'investisseur appuie ainsi avec un montant de 10 millions de dollars le projet d'électrification solaire rurale de 2,1 MW au bénéfice de 10 villages du Niger, tandis que les 8 millions de dollars sont dédiés au mini-projet hydroélectrique de Raiveji
d'énergie de 2,1 MW au Libéria. Avec 15 millions de dollars, le projet de construction de la centrale photovoltaïque de Blita au centre du Togo permettra à 30 000 ménages d'avoir accès à l'électricité et d'alimenter en énergie une usine d'égrenage de coton. Il faut qu'on aille vers l'énergie solaire. Les initiatives et les prévisions doivent être menées à bout pour permettre effectivement un accès total à l'électricité à toutes les populations de ces trois pays. Alors pour y arriver, il faut mettre l'accent sur les énergies renouvelables. Avec des coûts d'investissement énergétique de l'ordre de 8 à 9,2 millions de dollars actuellement, l'Afrique aura besoin de financement en énergie d'environ 55 milliards de dollars par an jusqu'en 2040. Un nouvel aéroport plus adapté à ses ambitions, c'est le projet de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Cette compagnie éthiopienne, détenue à 100% par l'État, veut élargir ses ambitions avec ce projet d'un méga aéroport estimé à 5 milliards de dollars. L'objectif, atteindre une capacité de 100 millions de passagers. Les travaux devraient débuter au mois de juin 2020, un sujet d'Ange Bijou Noméniou. Ethiopian Airlines projette de construire un nouvel aéroport. Cette infrastructure d'une valeur de 5 milliards de dollars devrait permettre à la compagnie aérienne d'agrandir son nombre de passagers pour le porter à 100 millions de personnes. Les travaux de ce méga projet vont démarrer en juin 2020. Avec le lancement de cet aéroport, Ethiopian Airlines veut définitivement ramener le barycentre des transports aériens en Éthiopie. Parce qu'avec un aéroport d'une capacité de 5 millions de passagers, elle deviendra le plus performant, le plus large d'Afrique, mais devrait également concurrencer des aéroports de grande envergure, notamment ceux du Moyen-Orient et d'Asie. Le nouvel aéroport sera construit sur le site de Bishoftu à une quarantaine de kilomètres au sud-est d'Addis Abeba. Elle aura une taille supérieure à celle de l'aéroport Charles de Gaulle en France et donc un superconnecteur mondial. Cet aéroport international va faire entrer davantage de devises dans le pays parce qu'un aéroport international de cette envergure-là aura pour effet induit l'attraction de nouvelles autres compagnies internationales qui utiliseront cet aéroport-là comme un hub dans une perspective de déploiement sur les lignes africaines, sur le marché africain. Ethiopian Airlines a désormais le vent en poupe sur le continent africain. Classée 5e plus grande compagnie au monde en termes de pays desservis, elle continue de gravir les échelons en renforçant sa flotte. Depuis 2014, plus de 70 avions ont été livrés pour le compte de ces appareils. Un commerce extérieur fortifié pour l'Égypte, c'est une résolution économique que tente de mettre en œuvre le pays en 2020, avec la Chine notamment, où le volume des échanges commerciaux devrait augmenter de 24% par rapport à l'année 2019. Depuis 2018, l'Égypte mène différentes stratégies économiques pour augmenter son attractivité au plan international, mais également continental. Les précisions de Victoria Sedji. Selon l'Association des chambres de commerce et d'industrie de la Méditerranée, les échanges commerciaux entre l'Égypte et la Chine devraient se consolider en 2020. Le volume de ces échanges entre les deux pays d'Afrique et d'Asie connaîtra une hausse de plus de 24% par rapport à 2019, année où il était évalué à 11 milliards de dollars. À peu près plus de 1500 entreprises chinoises sont installées en Égypte et la Chine. Et ce qui est très important, c'est la structuration du renforcement des compétences. D'après les autorités égyptiennes, les échanges commerciaux seront stimulés grâce au renforcement des relations bilatérales et la coopération dans plusieurs domaines clés. L'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation et la technologie. Les sociétés égyptiennes peuvent, dans ce contexte, avoir plus de visibilité en Asie en matière de transformation des capitaux. Et ceci rend les produits de l'Égypte assez compétitifs pour le marché africain. Ces dernières années, l'exécutif égyptien a mené une réelle offensive d'ouverture de son économie sur le monde. Cela a permis notamment l'amélioration de l'attractivité économique. En 2018, l'Égypte est arrivée en tête des pays en Afrique ayant mobilisé le plus de flux d'investissements directs étrangers, 7,9 milliards de dollars, soit une hausse de 7% comparée à 2017, selon la CNUCED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.